L'agriculture est un art qui existe depuis la nuit des temps et qui est transmis de génération en génération. Le XXe siècle permit un grand changement dans la vie des agriculteurs, avec l'arrivée des tracteurs à moteur, facilitant grandement le travail. Cependant, depuis quelques années, les écologistes se questionnent sur l'agriculture intensive. Comment l'identifier? Comment la stopper? Nous savons que l'environnement est aujourd'hui primordial et qu'il faut la préserver. Mais les agriculteurs sont-ils tous si irresponsables écologiquement? Pour le vérifier, nous sommes allés à la rencontre d'un agriculteur vendéen. Bonjour Monsieur Blanchet. Bonjour. Alors, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui. Très bien. Alors, quelles sont les machines que vous utilisez et pour quelle période? Donc, quelles sont les machines que vous utilisez en fonction des mois, des moissons, des choses comme ça? D'accord. Tout d'abord, pour implanter une culture, il faut d'abord travailler les sols. Alors, soit on utilise la charrue pour labourer, ou alors un outil à dents lorsqu'on n'est pas en labour. Un outil à dents qui va bouleverser l'horizon de surface, mais sans enfouir totalement les résidus végétaux. Après, on utilise généralement pour affiner le lit de semence une herse, qu'on appelle une herse rotative. C'est des dents qui tournent à plusieurs tours minutes et qui permettent d'affiner le lit de semence sur un horizon de 8-10 cm à peu près. Et puis ensuite, après, une fois que le lit de semence est prêt, on sème. Alors ça peut être soit du blé à l'automne ou du maïs au printemps, du tournesol au printemps, du colza au mois de septembre, voilà. Après, dans les autres outils qu'on utilise, c'est un épandeur d'engrais pour fertiliser les cultures. On utilise aussi un pulvérisateur pour pulvériser des produits phytosanitaires. Enfin, on ne devrait pas dire produits phytosanitaires, on devrait dire médicaments des plantes. Hein, voilà. Généralement, ce sont des fongicides ou alors des herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes ou des insecticides, mais très très rarement des insecticides. Voilà. Et puis après, quand la culture elle a bien poussé, on peut l'irriguer aussi, voilà, parce qu'on irrigue le maïs. On a des réserves collinaires et puis une carrière qui nous sert à irriguer. Et puis ensuite, après, on fait la récolte avec une moissonneuse batteuse. Alors, une coupe à blé et tournesol, et puis ce qu'on appelle pour le maïs un cueilleur à maïs. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et quels sont les effets pour l'environnement quand vous utilisez ces produits chimiques? Déjà, l'objectif, c'est d'en utiliser le moins possible. J'avais qualifié l'exploitation haute valeur environnementale il y a quelques années, puis j'avais arrêté parce que je n'avais pas de retour sur investissement. Mais l'objectif, c'est d'en utiliser donc le moins possible. Et en fait, tout ce qu'on utilise, c'est raisonné. C'est-à-dire, on a soit pour les insectes, soit des pièges pour voir s'il faut traiter ou pas. Pour les mauvaises herbes, on observe sur le terrain. Et puis pour les fongicides, on a des outils informatiques aussi maintenant d'aide à la décision. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et comment pouvez-vous expliquer la résistance de certains insectes à ces produits ou à certaines plantes? Pour l'instant, certains herbicides, il y a des mauvaises herbes qui résistent à certains herbicides aujourd'hui, mais c'est du fait qu'on a diminué aussi les doses et qu'on a beaucoup fractionné. Et le fait de fractionner énormément tout en utilisant la même dose, en fait on a fait des bêtises parce qu'on a créé des résistances. C'est-à-dire par exemple dans les cultures de blé tendre, on a une mauvaise herbe qui s'appelle le régras ou le vulpin, qui sont des vulpins résistants. Et il y a très très peu de molécules aujourd'hui maintenant qui arrivent à les détruire. Des nouvelles molécules chimiques qui vont arriver. Donc après c'est plus les outils mécaniques, on fait des faux semis pour lutter contre ça. Après les insectes, actuellement nous on n'a pas d'insectes dans notre zone résistants aux insecticides, mais j'utilise de moins en moins d'insecticides sur les cultures vis-à-vis de la biodiversité par rapport aux auxiliaires. C'est-à-dire
comment je vais te dire ça, au mois de juin, juillet, on a souvent des pucerons par exemple qui arrivent sur le maïs. Et en fait, c'est à une époque, on nous faisait traiter, mais c'est une grosse bêtise, puisqu'après, généralement, les coccinelles arrivent. Alors, les insecticides avaient tendance à détruire les coccinelles. Voilà, donc maintenant, enfin, on traite plus, et puis on laisse faire les coccinelles, voilà. Et puis sinon, concernant le maïs, on a ce qu'on appelle un insecte qui s'appelle la Pyralea sesami, donc qui remonte du sud avec le réchauffement climatique. On utilise des insecticides qui sont inoffensifs pour la faune auxiliaire. Voilà. D'accord. Donc, vu ce que vous me racontez, vous n'êtes pas ce qu'on appellerait un agriculteur intensif. Non, c'est plutôt c'est raisonné. C'est-à-dire on essaye de produire au maximum quand même, mais tout en raisonnant chaque étape de la culture. Par exemple, tu vois là, je suis en train de labourer. Ça fait plus de 30 ans que cette petite parcelle est en maïs. Et en fait, les taux de matière organique se sont drôlement améliorés avec tous les résidus qu'on remet dans le sol. Et en fait, le maïs est une plante qui a le meilleur bilan carbone sur l'exploitation avec les prairies. Voilà. Donc, tous ces champs qui sont exploités là, en ce moment, c'était certainement des anciennes forêts, juste comme ça, non? Ah, il y a très très longtemps, oui, tu vois, il y a un bois pas loin et c'est dommage que tu n'aies pas venu faire l'interview il y a un mois parce qu'on avait fait un profil cultural de 2 mètres de profondeur. Ah oui. C'est-à-dire on a creusé dans le sol pour voir tous les horizons et on a trouvé à 2 mètres, 2 mètres 50 des traces de végétation qui étaient certainement un ancien bois. D'accord. Merci beaucoup. Je lui ai ensuite demandé la capacité de production de son exploitation. L'exploitation et j'étais engagé dans des démarches d'agriculture raisonnée et durable. Et en fait, en 2016, on avait fait un bilan carbone sur l'exploitation et on s'est aperçu que le bilan était plutôt positif puisqu'on captait avec les cultures maïs, tournesol, blé, colza, orge et prairie 2500 tonnes de carbone sur l'exploitation sur une structure qui faisait 270 hectares. Voilà, on avait fait que sur une structure, sur les 2 structures. Donc voilà, et que l'exploitation permettait de nourrir plus de 7000 personnes. Voilà, avec les céréales produites et après retransformées par l'agroalimentaire évidemment. Mais on était à plus de 7000 personnes. Donc en fait, on a besoin aujourd'hui de ce type d'agriculture. Il ne faut pas aller vers la décroissance, bien au contraire. Il faut produire, mais produire intelligemment avec les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, les outils d'aide à la décision via le numérique et tout, les drones. J'utilise les drones aussi, par exemple, pour la cartographie, pour apporter l'azote au bon moment, au bon endroit. Donc voilà, aujourd'hui on a plein d'outils pour le faire. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. L'écologie peut donc être préservée avec l'agriculture en étant éco-responsable et en contrôlant son impact environnemental. C'était Mister Science TV. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt.